Eh bien oui, aujourd'hui on peut dire qu'une machine peut leurrer un humain, puisque récemment ça a été démontré, mais à l'époque ça n'était pas une évidence. Et donc on ne parle pas tout de suite de l'IA, on parle d'abord de machine intelligente, d'intelligence de la machine. Il y aura certainement autour de 13 à 15% des jobs qui seront affectés et qui veut dire qu'on devra travailler différemment parce qu'au moins une tâche et même plusieurs seront pris en compte par l'IA. Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Un nouveau terme s'impose dans le monde professionnel, le prompt. Cette commande adressée à des intelligences artificielles comme le désormais incontournable ChatGPT. Avec ses millions d'utilisateurs et des investissements colossaux, l'IA s'implante de plus en plus dans les entreprises. Mais au-delà de l'efficacité promise, quels changements profonds entraîne-t-elle ? Redéfinit-elle nos métiers ? Redistribue-t-elle le pouvoir au sein des organisations ? Qu'en est-il de l'autonomie des travailleurs et du sens de leur labeur ? Dans Mismatch, au-delà des attentes, des craintes, des fantasmes, nous nous interrogeons sur le véritable impact de l'IA au sein des organisations. Agent radical du changement ou simple accélérateur de tendances préexistantes ? Alors, IA, ma belle IA, dis-moi qui tu es et je te dirai ce que j'attends de toi. Et pour tendre ce miroir réflexif à l'IA, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Ganscombe. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeure associée à l'INSEC Business School, vous êtes économiste et mathématicienne de formation. Vous travaillez sur les créations de valeur, l'innovation, sur les données, la question éthique dans les données. Vous avez été plus exactement speaker pour le sommet IA for Good, qui s'inscrit dans le grand plan 2030 qui a été produit par l'ONU sur les objectifs de développement durable. Vous êtes par ailleurs experte indépendante pour la Commission européenne sur des sujets comme la santé, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et la sécurité des données. C'est cohérent. Magnifique. Mircea Vultur, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, il est 9h du matin et nous sommes à Québec. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes chercheur en socio-économie du travail et de la formation à l'Institut national de la recherche scientifique de Québec, justement. Dans ce cadre, vous venez justement de publier et de co-diriger avec Maria Eugenia Longo un ouvrage sur le travail des jeunes au XXIe siècle. Vous êtes également co-responsable du comité de recherche Sociologie du travail qui est affilié à l'Association internationale des sociologues de langue française. Ah oui. Dans le studio, nous avons Marc Grosser qui cumule 35 ans d'expérience en tant que DRH et en tant que consultant, bien sûr, pour les ressources humaines. Vous avez sévi dans un certain nombre de domaines et de secteurs, les télécoms, l'assurance et crédit conso, l'industrie agroalimentaire, la grande distrib. Et aujourd'hui, vous collaborez à Topics, un cercle de la transformation du travail qui va rassembler une expertise d'anciens RH et DRH de pointe, ainsi que des start-upers. Vous avez lancé récemment une enquête sur la question de l'IA au travail, mais bientôt vous allez nous en dire un peu plus. Bonjour Marc. Bonjour. Et ça, c'est pour la partie 1. Pour la seconde partie, on recevra Clément Lemoine, qui sera notre grande oreille pendant cette première partie, qui va écouter attentivement ce qui a été dit, qui a fait un doctorat sur les attitudes sociales et l'IA, donc la voix, le travail sur la voix et les attitudes sociales, qui aujourd'hui sévit à l'École normale supérieure au sein du laboratoire neuropsychologie interventionnelle. On parlera de tout ça tout à l'heure, on réagira à ce qui a été dit en première partie, mais on va tout de suite débuter par Caroline. On va se poser tout de suite la question de l'IA. On en parle beaucoup aujourd'hui dans les débats, dans les médias. Pourtant, c'est un concept qui est fort ancien. Peut-être qu'on peut en faire la généalogie. On va aller très très vite. Effectivement, l'IA a déjà connu 2 âges de glace, c'est-à-dire 2 moments où ça a congelé parce que les investissements et les modèles économiques ne suivaient pas. En fait, l'IA, ça a été inventé en 2 étapes. La première étape, c'est un monsieur qu'on connaît un petit peu, qui s'appelle Alan Turing, et il publie en 1950 un article, c'est Oxford University Press, je crois, un article qui s'appelle L'intelligence humaine et la machine. Et à partir de là, on va commencer à se dire finalement, le fameux test de Turing dont tout le monde parle, c'est est-ce qu'une machine peut leurrer un humain ? Eh bien oui, aujourd'hui on peut dire qu'une machine peut leurrer un humain, puisque récemment ça a été démontré, mais à l'époque ça n'était pas une évidence. Et donc on ne parle pas tout de suite d'IA, on parle d'abord de machine intelligente, ou d'intelligence de la machine. Après, un tout petit peu plus tard, quelques années plus tard, début des années 60, on va parler d'intelligence artificielle, à nouveau en Angleterre, à nouveau dans le cadre d'un colloque. Et là, on va effectivement avoir pour la première fois le terme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence qui n'est pas une intelligence humaine, qui est une intelligence powered by, si je puis dire, la machine. Ouais.
Et à terme, donc deux hivers, pourquoi ? Parce que tout de suite, énorme engouement. Pourquoi énorme engouement ? Parce qu'en fait, Turing, c'est le papa de la machine qui a permis de décoder Enigma. Donc c'est le papa d'une personne qui a... Enfin, pardon, j'appelle ça une personne, mais plutôt d'une structure qui a permis de gagner la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est resté secret, parce que tout ce qui s'est passé à Bletchley Park est resté secret. Et donc tout ça commence à devenir public. Premier grand engouement. Puis pas de business model, puis pas de breakthrough technologique, ou plutôt d'avancées technologiques majeures. Et donc, ça s'endort pendant quelques années. À nouveau, début des années 90, un grand engouement, et à nouveau, même problème pour des questions de business model. Et donc, on est au troisième âge, si je puis dire, de l'IA, avec déjà une petite musique qu'on entendait un tout petit peu cet été. On dit, tiens, il n'y a pas de business model. Est-ce qu'on ne va pas avoir des fins d'investissement dans le domaine ? Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et à côté de ça, la découverte, par exemple, que les IA sur lesquels tout le monde s'extasie aujourd'hui sont des IA qui, finalement, d'un point de vue technologique, ne sont pas des IA de grande facture. Yann LeCun l'a très bien dit, il n'y a pas plus bête que l'IA générative. Alors, Yann LeCun, pour resituer, c'est celui justement dans les années 90 qui a vraiment conceptualisé l'IA. Bon, c'est le patron de l'IA de Facebook. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, effectivement, c'est un des grands précurseurs dans le domaine de l'IA. Et il nous dit ce qui est juste, c'est que effectivement, les IA génératives, ça n'est que de la statistique. Donc nous, on s'extasie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pose une question qui nous ressemble et on reçoit une réponse qui nous ressemble. Donc ça nous plaît. Finalement, ça flatte l'humain qui est en nous. Quand vous dites intelligence artificielle générative, c'est ChatGPT, et bien sûr tous ceux qui lui ressemblent, on lui pose une question, et c'est ce qu'on appelle un LLM. C'est ça ? Alors, derrière, il y a un LLM. En fait, quand on parle d'IA, il y a trois choses très importantes. On a la data, la donnée, et il faut que la donnée soit propre pour bien l'entraîner. La deuxième chose, c'est l'algorithme. Oui, il y a différents types d'algorithmes. Et donc derrière les robots de discussion, puisque c'est ça, ChatGPT et les autres, derrière les robots de discussion, il y a effectivement des grands modèles de langage. Qui sont une certaine typicité d'algorithme. Et derrière, il y a ce qu'on appelle l'entraînement. Alors là, on rentre un tout petit peu dans la technique. C'est le nombre d'époques, le nombre de fois qu'on fait repasser la data dans le calcul et le système d'algorithme pour effectivement obtenir une réponse. Plus il y a d'entraînement, plus il y a de qualité obtenue, si tant est que la data soit de bonne qualité. Il y a une image très parlante. Tu dis que les données, finalement, c'est l'essence. C'est ça, oui, ce que j'avais dit. Vas-y. Effectivement, il y a le carburant, il y a le moteur, et il y a in fine la résultante. Maintenant, j'appellerais ça plutôt la résultante. Effectivement, s'il n'y a pas un bon entraînement, si le moteur ne fonctionne pas, le résultat qu'on obtient n'est pas un résultat de grande qualité. Ouais. Et là, ce qui change finalement, c'est qu'on a à la fois beaucoup de données et on a des outils qui nous permettent une puissance de calcul importante. C'est pour ça qu'on a peut-être fait un bond entre les années 1990 et aujourd'hui. Oui, on a de meilleurs outils de calcul, mais on atteint les limites. Alors, on atteint les limites de la donnée de qualité, ce qu'on appelle le mur des données. Je ne sais pas si les auditeurs ont déjà entendu parler de ça. Donc ça, c'est un concept très important. On atteint la limite. C'est-à-dire qu'on aura siphonné toutes les données existantes. On les siphonne. On les siphonne au jour le jour. C'est-à-dire qu'on crée beaucoup de données. Et en même temps, après avoir créé beaucoup de données, on les utilise aussi très, très vite. Alors, il y a deux façons d'entraîner. Il y a des systèmes d'entraînement qui sont fermés et des systèmes d'entraînement qui sont ouverts. Les systèmes fermés, c'était ChatGPT 3 à l'origine, où parfois on posait des questions en disant j'aimerais bien un truc récent. Ah oui, mais moi j'ai arrêté de m'entraîner en 2021, donc je ne peux rien dire depuis 2020. Donc maintenant ça a évolué, puisqu'effectivement on est de plus en plus dans des systèmes ouverts où on va continuer à siphonner la donnée, mais attention, plus on est ouvert, plus on a de risques. Et en IA, la problématique, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Je ne sais pas si on en parlera plus tout à l'heure, mais c'est qu'une IA qui ne sait pas trop où elle doit aller, ou qui a été plutôt un algorithme qui a été mal conçu, ou qui n'a pas été suffisamment conçu pour gérer ce genre de problématique, eh bien, il va halluciner, c'est-à-dire, en gros, il va sortir une grosse bêtise. Ouais. Donc non seulement on peut se dire que finalement, c'est pas si impressionnant que ça, nous, en tant qu'utilisateur, on voit et on se dit waouh, il y a eu un bond qui a été accompli. Si on regarde vraiment ce qu'il y a derrière, c'est pas si impressionnant. Et en plus, le modèle peut nous induire en erreur. Clairement. Alors, je peux peut-être te raconter une petite anecdote assez rigolote. Donc, j'ai quelques étudiants. Et un jour, je reçois une réponse à un devoir. Bon, très bien. Excellent. Tout ça a été très, très bien construit. Et je me dis, mais j'ai du mal à trouver la racine, la source. C'était très bien. C'était en APA. La structure était parfaite. Bon, mais je ne trouve pas les journaux. Je cherche les journaux dans tous les sens. Je me dis, mais c'est où ? Le problème,
c'est que l'IA, elle avait été bien entraînée, mais elle avait sorti une hallucination. Et l'hallucination, c'est que les journaux, ils existaient bien, mais dans Grey's Anatomy. Sur l'intelligence, ou la limite de l'intelligence artificielle, ça a été dit et répété par Yann LeCun dans le cadre de Meta, mais ça va plus loin, il y a une semaine, en 15 jours, il y a un article qui est sorti au sujet produit par une équipe de recherche Apple, au sujet justement du niveau d'intelligence de l'intelligence artificielle. Et ils ont expliqué très clairement qu'en ayant un nouvel indicateur qui va beaucoup plus loin dans la compréhension notamment des données exogènes, sur des données de contexte, ils ont vraiment démontré que l'intelligence artificielle, je ne nommerai pas laquelle, a quelques limites au moment où il s'agit de résoudre un problème de mathématiques de niveau CP. Pourquoi ? D'accord. Parce qu'ils ont rajouté des données exogènes. Donc quand on reste logique, quand on est limité à 2-3 phrases, quand on reste logique, le niveau de résolution est correct. Mais il y a cette logique qui est beaucoup plus importante, c'est que chacun va faire son prompt, chacun va rajouter des données qui n'ont peut-être rien à voir avec le problème en question. Et comment l'outil va comprendre ces données exogènes, aujourd'hui, on se rend compte que plus il y a de données exogènes, plus il y a de détails, moins l'intelligence artificielle a la capacité de comprendre de façon adéquate. C'est un élément qui est important dans la façon dont on calcule, dont on mesure les données de l'intelligence artificielle. C'est l'adéquatie, ça s'appelle comme ça. Et donc l'adéquatie baisse drastiquement, mais ce n'est pas de 2%, c'est de 30 à 40%. Quand on rajoute ces données, qui sont des données exogènes, qui n'ont pas grand-chose, ou qui vont rajouter des détails, peut-être des problématiques de précision par rapport au problème. Donc on est sur un problème d'enfant, on est sur un problème de Gérard a 2 pommes, Valérie en a 5, et à un moment ou à un autre, on se rend compte que l'intelligence artificielle, ce problème-là, plus on rajoute des données de contexte, plus elle a du mal à le gérer. C'est drôle parce que j'ai un professeur qui disait à l'époque que l'intelligence, c'était justement la capacité d'associer 2 idées qui n'ont rien à voir. Donc l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Alors, elle n'est pas intelligente, mais elle peut apparaître quand même intelligente, et que pour ça, il ne faut pas négliger la partie symbolique. Il y a quelques années, on s'en est tous souvenus, là, de Deep Blue qui a battu pour la première fois Kasparov, et au fur et à mesure, d'ailleurs, de manière de plus en plus régulière, aux échecs. Ça a quand même donné une impression pour le grand public et pour beaucoup de personnes autour, que finalement, la machine, pouvait... C'est le vieux fantasme, est-ce que la machine... Il y a eu plein de films là-dessus, les robots qui prennent le contrôle et tout ça. Et là, ça fait... Est-ce que finalement, la machine n'est pas plus intelligente que l'homme, alors qu'en fait, ça revient à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que là, ce n'était pas des idées qui étaient liées, c'était le surentraînement de la machine qui a fait que... Sur ça des parties enregistrées. Sur des parties enregistrées, sur tout ça. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a toujours ce petit fantasme quand même que l'humain est tellement intelligent qu'il peut construire quelque chose qui est encore plus intelligent que l'humain, ce qui est quand même assez étonnant. On voit que l'usage personnel de l'IA, elle est là, à travers ChatGPT et d'autres outils. Comment les entreprises gèrent cette question ? Est-ce qu'ils sont en train d'appréhender ? Est-ce qu'ils sont en train d'anticiper ? Quelles mesures sont-ils en train de prendre ? Déjà, je pense que c'est bien de remettre aussi en perspective, parce que si on a parlé beaucoup de l'IA à partir de 2022, c'est effectivement par rapport à ChatGPT et par rapport au fait qu'elle est rentrée dans le grand public et que des gens, que tout le monde a pu l'utiliser finalement à titre personnel. Donc c'est quand même encore un usage qui est venu par la partie personnelle, privée, alors que l'IA, elle est présente en entreprise depuis longtemps. Que ça soit sous la robotique, avec de l'automatisation. Et donc ça n'a pas changé et ça continue à se développer. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, et notamment pour le grand public, et donc pour tous les salariés, il y a la possibilité d'utiliser l'IA. Donc comment finalement les entreprises ont géré le fait qu'on peut l'utiliser, ce qu'on utilisait à titre personnel, comme ça a été pour le web auparavant, on va l'utiliser d'un point de vue professionnel. Et donc, comme ça a été dit par Caroline, il y a plein d'autres sujets que ça pose en termes de sécurité, en termes d'accès, en termes d'équité. Est-ce que je favorise le fait que mes salariés vont l'utiliser? En termes de formation, en termes d'impact qu'il va y avoir sur le métier, est-ce que je décide finalement d'être juste l'observateur de ce qui est en train de se passer, ou est-ce que je fais une vraie politique d'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise? Donc il y a plein de questions qui se posent pour aborder le sujet qui de toute façon devra être abordé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le repousser en disant ça de toute façon je ne m'en occuperai pas. À un moment donné, il va se poser des questions, que ce soit le DSI, que ce soit le DR
DRH, le DSI déjà pour décider finalement quelle technologie, quelle sécurité est mise en place. Le DRH, c'est comment j'équipe mes salariés. Est-ce que je dis qu'ils utilisent Copilot parce qu'on est déjà avec Microsoft? Est-ce que je dis qu'on peut utiliser... est-ce que je prends des licences ChatGPT ou pas? Et comment je fais une acculturation de l'ensemble des salariés, parce que c'est quand même aussi le rôle. Et puis c'est surtout les métiers qui doivent décider finalement comment ils vont utiliser l'IA. C'est pas juste un gadget. Donc en quoi l'IA peut faire du sens et apporter de la valeur ajoutée pour chacun des métiers, et c'est pas les mêmes selon la valeur ajoutée n'est pas la même selon les métiers, et même l'usage va être plus ou moins important. Donc le triptyque finalement entre le DSI, le DRH et les métiers, tout ça sous l'égide quand même du comité exécutif pour savoir comment on va prendre le sujet, c'est extrêmement important. Sinon, on est juste spectateur d'une utilisation finalement un peu anarchique de chacun, et avec des conséquences quand même importantes sur plein de sujets. Oui, parce qu'on peut se demander si après 2022, il n'y a pas eu une certaine précipitation de la part des entreprises à s'emparer de l'outil et de façon un peu chaotique parfois. Le Far West, comme disait Caroline en prépa. Il y a eu en fait toujours les entreprises, c'est aussi tous les effets de mode et la peur d'être dépassé et de passer à côté de quelque chose. Il faut voir que quand même, ça a été déjà vendu des années auparavant, à chaque fois qu'il y a une innovation technologique ou supposée comme telle, qui est de dire si on n'est pas dessus, on est complètement ringard, on passe à côté. Et donc, il y a toujours cette peur d'être dépassé et de passer à côté de la dernière innovation. Donc, ça, c'est ça aussi qui pousse finalement les entreprises à essayer de se saisir finalement du sujet et pour être sûr de ne pas passer à côté. Alors ça, c'est plutôt les grandes entreprises. Je pense que les petites entreprises n'en sont pas là et sont en train justement d'être plutôt déconnectées par rapport à la réflexion qui est menée dans les grandes entreprises. Et ça, c'est un vrai sujet parce que finalement, les petites entreprises ne sont pas en train de réfléchir à comment finalement l'IA pourrait leur apporter quelque chose, parce que ça va tellement vite aussi que de savoir est-ce qu'on est sur la bonne version, est-ce que finalement ça ne va pas changer, est-ce que j'ai intérêt à y aller maintenant, est-ce que j'ai intérêt à y aller après, est-ce que je ne regarde pas d'abord comment font les grandes entreprises, et elles peuvent se retrouver à démarrer un peu tard. Voilà, donc ça c'est quand même aussi un vrai sujet. Mais il y a toujours cette peur de passer à côté de la techno et donc finalement de faire feu de tout bois, un peu parfois comme un canard sans tête, sans trop savoir finalement vers où on va. Et parce que aussi, il y a eu des prédictions sur le nombre d'emplois qui allaient être supprimés, sur des choses comme ça, qui chaque fois sont quand même toujours fausses. Et malgré tout, on repart comme s'il n'y avait jamais rien qui avait été dit et qui ne s'était pas vérifié, quoi. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des prédictions sur la disparition d'emplois qui sont liées à l'IA. On regarde des enquêtes, des sondages d'il y a 2 ans. On voit que tout est faux. On voit que beaucoup de choses ont évolué. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de remplacement. Ouais. Il y a un peu le grand fantasme quand même du remplacement de l'homme par la machine. Il y en a qui le souhaitent, il y en a qui au contraire en ont peur. Ce qui est très intéressant, c'est quand même dans les dernières études qui sont sorties, on parle beaucoup moins de suppression de postes, parce que déjà, le point qu'il faut avoir en tête, toujours garder en tête, c'est que ce n'est pas des postes qui sont supprimés, c'est des tâches qui sont prises en charge finalement par l'IA. Et donc, c'est rare qu'il y ait finalement l'ensemble d'un poste qui soit constitué de tâches qui toutes peuvent être finalement automatisées par l'IA. Il y en a, mais pas tous. Par contre, il y aura certainement autour de 13 à 15% des jobs qui seront affectés, et qui veut dire qu'on devra travailler différemment parce qu'au moins une tâche et même plusieurs seront pris en compte par l'IA, et notamment les tâches les plus répétitives qui seront automatisées. Toute la question est de savoir finalement comment va travailler finalement l'homme maintenant avec la machine. On est moins sur une idée de remplacement que plus sur le fait de ce qu'on appelle l'homme augmenté, et donc le fait de comment finalement il peut y avoir un recentrage sur des activités à plus forte valeur ajoutée, qui pose beaucoup de questions aussi. Est-ce qu'on peut se recentrer que sur des tâches à valeur ajoutée? Est-ce que même d'un point de vue intellect, fatigue, cognitive, c'est possible d'enchaîner toute la journée des tâches à forte valeur ajoutée? Et comment on fait pour les gens qui ne sont pas sur ces tâches-là? Et tous ces premiers niveaux de job dans plein d'endroits qui étaient de compiler de l'info et où maintenant, clairement, l'IA va le faire mieux. Donc, il va y avoir des impacts sur les emplois, et c'est plus ça qui est important à travailler que les fantasmes sur le nombre de postes supprimés. Les grandes tendances, nous, dans notre cercle, avec les différentes entreprises qui sont là, et c'est confirmé par les chiffres, on ne voit pas de tendance baissière au global des emplois. Il y en a qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Par contre, beaucoup vont devoir travailler différemment
Et donc, on devra se poser la question de, finalement, déjà, est-ce que les nouveaux emplois vont être plus qualifiés, moins qualifiés ? Est-ce que finalement, on va faire du prompt toute la journée et nourrir la bête ? Ou au contraire, on va être sur la forte valeur ajoutée et d'être capable de challenger l'IA, de repérer justement les aberrations et tout ça. Donc, ce que je trouve important, c'est que tout est ouvert et que l'IA peut amener le meilleur comme le pire, peut amener à des fractures numériques entre salariés, entre grandes entreprises, petites entreprises, de la déqualification ou au contraire pousser tout le monde à monter en compétences. Donc il y a des choix à faire et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du monde qui soit associé à ces choix. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça ne va pas être juste quelques experts qui décident comment on va utiliser l'IA. On a vu avec le triptyque déjà, penser les métiers, le DSI et le DRH. Il y a aussi une question qui se pose dans ce moment qui est très ouvert, c'est la question de la création de valeur. C'est on met de l'IA au sein de l'entreprise, mais le modèle économique, il n'est pas stabilisé du tout encore, il n'est pas mature. Loin de là. Mais en l'occurrence, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Marc, parce qu'il y a un enjeu pour nous en tant que structure de formation, c'est bien évidemment la formation. C'est-à-dire que ce qu'on évoque en termes de création de valeur, effectivement, sans formation, il est probable que ça peut provoquer des vraies crises, des vraies interrogations, etc. Donc on a un enjeu de formation, on a un enjeu d'identification des métiers de demain, des métiers en devenir, mais ça a toujours été le cas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est peut-être la façon dont on identifie ces métiers qui va évoluer grâce justement à ces outils. Là, effectivement, les tâches, la fonction en tâche, elle est aussi fondamentale parce que demain, on est plutôt dans une logique projet. Et si on est dans une logique projet, on est dans une logique tout à fait tâche. Ouais. Donc ça, merci Marc d'avoir évoqué ça parce que bien évidemment, pour des acteurs de la formation, ce point-là est fondamental. Donc on est dans une création de valeur par l'humain, finalement, la transformation de ce que fait l'IA avec l'humain. Alors, il y a un problème, disons qu'on a deux extrêmes. Allons-y. La première extrême, si je puis dire, c'est qu'effectivement, le business model aujourd'hui n'est pas encore achevé. On évoque pour un certain nombre des grands acteurs que vont être Anthropic, etc. On évoque ou OpenAI, on évoque des augmentations de prix massives. Pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur. Mais en l'occurrence, c'est du simple au double. C'est-à-dire qu'on va passer du 20 ou 25 $ mensuels ou 35 quand on est en version équipe au double. Donc là, effectivement, ça pourrait arranger le business model. Mais ça n'arrange pas vraiment grand-chose, puisque derrière, on a des coûts qui sont juste gigantesques, qui sont des coûts financiers, mais aussi des coûts, je dirais, environnementaux. Il faut penser qu'une journée de ChatGPT, c'est la consommation électrique de 14 000 foyers français annuels. Il faut bien mesurer. Il faut bien mesurer. C'est pour ça que j'insiste lourdement. Et donc, on est vraiment sur des coûts environnementaux énormes. Un serveur, il faut effectivement l'énergie, mais il faut l'énergie pour les machines, les fermes. Il faut des centaines de milliers, de millions de litres d'eau pour refroidir ou de coolants, parce qu'il n'y a pas que l'eau. Ouais. Il faut effectivement de l'énergie. Il faut aussi construire ces choses, les maintenir, etc. Donc, ça a un coût d'extraction, sauf à partir massivement sur la réutilisation. Ça a un coût de mise en œuvre qui est juste considérable. Donc, plus on a de demandes dans ce domaine, plus on a de coûts associés et on est dans une espèce de spirale inflationniste qui est juste impressionnante. Donc ça, c'est le premier point. Avoir un business model sur ce genre d'approche, c'est extrêmement compliqué. Alors après, on est aussi, il faut le reconnaître, à la préhistoire, à la proto-préhistoire, si je puis dire, ou peut-être un petit peu plus loin de l'IA. C'est-à-dire qu'on a connu effectivement 2 âges de glace. Il y a eu un certain nombre d'âges de glace dans l'histoire, donc on sait que ça peut revenir. Mais on a cette approche qui est de dire, aujourd'hui, on vit quelque chose qu'on trouve formidable, mais qui finalement va se développer, va devenir autre chose. Et c'est peut-être au moment du devenir d'autre chose qu'on trouvera un business model. On a des grands exemples, qui sont les exemples de l'informatique, je dirais, miniaturisée et personnelle. Au départ, le business model n'était pas là. Il a fini par venir. Alors, c'était plus facile d'une certaine façon parce qu'il y avait des machines, donc la logique de vente, la logique d'appropriation, elle était extrêmement simple à comprendre. Là, on est moins sur ces logiques-là. Mais il y a un certain nombre d'outils, il y a un certain nombre de façons de faire qui changent la façon de consommer aussi. Je parlerai de ce qu'on appelle les PSS. C'est les Product Service Systems, qui sont des choses en gros,
Il y a des actifs qu'on va continuer à acheter, il y a des actifs qu'on n'aura plus besoin, grâce aux arbitrages IA, d'acheter, parce qu'on saura les partager, parce qu'on saura mieux les utiliser, etc. Ce sont des concepts absolument connus. Comme il y a un track record, c'est plus facile de les faire rentrer dans les courants, je dirais, usuels. Et ça, c'est peut-être des pistes. Aujourd'hui, on n'a pas de valorisation économique. On a clairement des problématiques de coûts pour les acteurs. C'est pas pour rien qu'ils sont rachetés les uns après les autres. Pour les acteurs qui portent ce type de problématiques. Mais on a des usages qui vont peut-être faire évoluer notre façon de consommer, peut-être aussi de la rendre beaucoup plus responsable, et donc derrière, des business models qui vont venir. Mais aujourd'hui, on est vraiment entre les deux mondes, parce qu'en plus, on n'a pas l'habitude aussi de certains arbitrages, on n'a pas l'habitude de recharger les actifs, par exemple, dans notre comptabilité. On a une comptabilité où on amortit. Alors qu'on peut mettre, je prends l'exemple d'un scanner, d'un PET scan. Un PET scan, on va recharger chaque année 1 million d'euros en maintenance. Pourtant, le PET scan, il va continuer à perdre en valeur. Donc ça n'a pas de sens d'un point de vue économique. Et ce sont tous ces éléments-là qu'on est en train aujourd'hui de réaborder. En fait, là où l'IA est révolutionnaire, c'est qu'enfin, elle fait changer notre monde. Dans un sens ou dans un autre, on ne le sait pas encore. Mais elle nous amène au moins à réfléchir à certaines de nos pratiques qui probablement sont peut-être un tout petit peu obsolètes. Alors, c'est intéressant parce que donc, l'IA change notre monde, le monde vraiment matériel, ça change le monde du travail aussi. Et Mircea, si on l'intègre dans une réflexion plus globale sur la technologie est loin d'être neutre au niveau du monde du travail. Ça a une influence sur l'environnement, sur la décision, sur les comportements des acteurs. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs, on s'adapte à l'apparition de l'outil. Quel est ce lien dialectique entre la technologie et le travailleur ? Qu'est-ce qui se noue finalement entre l'IA et le travailleur ? Bon, évidemment que l'IA n'est pas neutre, comme vous avez dit. Elle influence dans des directions, on peut prédéterminer nos comportements grâce surtout à ces caractéristiques qui diffèrent un peu des technologies existantes avant. D'abord, il faut constater que la plupart des technologies inventées jusqu'à date étaient à notre service. Nous les mettons en route, comme un général d'armée qui met en route ses soldats. Les technologies de l'IA changent cette logique. Elles nous interpellent, elles nous proposent des services, et elles nous disent quoi faire. Par exemple, si je prends des exemples du monde du travail, dans les entrepôts de l'Amazon, par exemple, les guidages vocaux représentent à peu près 70% des modes de préparation des envois. C'est la machine qui dicte aux opérateurs dans quelle aller récupérer les colis. L'humain, donc, est au service de la machine sous son contrôle, avec tous les dangers qui ont été déjà mis en évidence par la sociologie du travail, de l'intensification du travail, sentiment de perte d'expertise ou la dépossession du travail. De même, si j'arrive au bureau, mon assistant personnel pourrait me dire « Cette nuit, tu n'as pas mal dormi, tu n'as pas bien dormi, ta performance au travail sera mauvaise, je te propose un plan d'amélioration. » Donc, c'est des technologies qui ne sont pas seulement des outils à notre service, mais qui sont des partenaires. Et nous sommes confrontés aujourd'hui avec ces machines qui ont des compétences que nous n'avons pas, avec des conséquences qui en découlent. D'abord, un risque d'une confiance de plus en plus aveugle dans leurs capacités. Et souvenons-nous de la crise ou de la confiance aveugle des milieux bancaires dans les algorithmes qui a mené à la crise du sous-prime et avec tous les effondrements immobiliers qui a découlé en 2008. Et après, aussi, un risque d'une possibilité d'être graduellement enfermé dans une sorte de dépendance, même affective, de cette technologie. Et comme certains déjà philosophes l'ont montré, vivre dans une condition de dépendance constitue en soi une source et une force de contrainte. Et ce dernier point m'amène aussi à souligner un peu cet risque de ce que les psychologues du travail ont appelé l'anthropomorphisme, c'est-à-dire projeter nos émotions sur un objet tout en sachant que c'est une projection, et aussi l'animisme, c'est-à-dire prêter aux technologies de l'IA des capacités cognitives et émotionnelles identiques aux nôtres. Donc, c'est le risque réel avec des machines qui peuvent prendre l'initiative d'une collaboration ou d'une relation. Aussi, je veux ajouter que, évidemment, la neutralité de l'IA, elle n'est pas là parce que derrière elle se trouvent des concepteurs, les concepteurs d'algorithmes. Et contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire, ces promoteurs, les modes d'agir de l'IA sont déterminés par la manière dont les algorithmes ont été conçus, avec des choix et des objectifs déterminés. Si les données utilisées pour entraîner une
algorithmes d'apprentissage automatique reflètent les valeurs implicites des humains impliqués dans la collecte, dans la sélection et dans l'utilisation de ces données, alors l'ensemble de l'entraînement est biaisé. Et les algorithmes ont déjà été blâmés pour leur influence dans les résultats des moteurs de recherche, dans les réseaux sociaux, les profilages raciaux ou les processus de recrutement. Alors, voilà un peu deux idées que je voulais amener sur ces questions de la neutralité. Et pour m'approcher du monde du travail et du monde des entreprises, donc aujourd'hui, les algorithmes sont conçus aussi pour augmenter la performance du travail. L'enjeu principal de l'IA, c'est l'avantage concurrentiel des entreprises et ce n'est pas le bien-être des travailleurs. Donc, on utilise de plus en plus des solutions de l'IA pour mesurer la performance au travail des employeurs. Mais souvent, cette mesure est aussi biaisée parce que la mesure avec les moyens algorithmiques prend en compte seulement certains aspects du travail et laisse au nombre d'autres. Donc, voilà un peu toute la question du monde de l'entreprise, parce que l'IA pose aussi la question de la gestion des ressources humaines. Qu'est-ce que devient la gestion des ressources humaines dans un monde où la performance des travailleurs est effectuée par les algorithmes, où même les tâches sont distribuées de façon virtuelle? Je vais justement donner la parole au gestionnaire des ressources humaines, parce qu'en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on le voit concrètement, objectivement, l'IA permet une réduction des coûts sur certains types de métiers ou de compétences, comme par exemple sur la supply chain, on va avoir une réduction des coûts effectifs. Ça permet d'améliorer les revenus, par exemple pour le marketing, on peut un ciblage plus fin. Néanmoins, il y a tout ce problème du sens du travail, de la collaboration et de la performance. Tout à fait. Alors déjà, je pense que quand même sur tout ce que ça amène, il faudra aussi être sûr on en parlait aussi un peu auparavant, en termes de coût complet, on soit vraiment sur quelque chose qui tienne la route. Parce qu'il y a aussi la volonté de mettre en avant à chaque fois les avantages de l'IA, sans toujours prendre en compte notamment tout ce qui est les externalités, dont ça a été dit aussi, avec la partie sur l'impact sur l'environnement, sur tout ce que ça demande comme autres ressources et tout. Donc on raisonne généralement très peu en coût complet et on compare pas toujours des choses qui sont comparables. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui se posent en RH, avec notamment le fait de dire je vais enlever la subjectivité grâce à l'IA. Et notamment, il y a tout le monde qui est en train d'y aller sur le recrutement, ça évite les biais qu'il peut y avoir. Et tout humain a des biais, et ça, c'est clair. Mais le problème, c'est qu'on oublie de dire que l'IA en a aussi. Et que donc, à un moment donné, il y a quand même le problème un peu de la black box qui fait qu'on ne sait pas comment tout ça est calculé. Et vous, alors certainement les spécialistes le savent, mais vous prenez l'exemple de Parcoursup, quand même. Là-dessus, et non mais je dis ça parce que ça modélise beaucoup de choses où beaucoup de monde dit en entreprise, en mettant tous les jobs disponibles en fait à disposition de tout le monde et avec le match, avec l'IA et tout ça, en fait j'ouvre des portes. Et en fait le problème de fond, c'est comment on va expliquer après à quelqu'un, alors que c'est l'IA qui a finalement poussé la décision, que finalement il n'est pas pris, si nous-mêmes on n'est pas capable de l'expliquer. Et c'est exactement pareil, quand vous allez sur Parcoursup, des gens qui ont 19 dans une matière et qui ne sont pas pris finalement pour faire médecine et que quelqu'un qui a 12, il est pris, le problème qu'il y a, on ne comprend pas. Et donc tous ces sujets de comprendre la décision, sur quoi elle a été fondée, et de montrer que c'est aussi souvent quand même plusieurs paramètres et pas un truc automatique, ça va demander quand même du boulot. Et c'est pour ça que moi, quand je vois que certaines entreprises veulent se dire « je vais faire de l'open market complet en interne pour les compétences », tous ceux qui ont candidaté, mais c'est des gens qu'il va falloir aller voir. Il va falloir leur expliquer pourquoi c'est pas eux. Il va falloir prendre en compte. Mais donc, tu t'es positionné là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire que pour le prochain coup, tu as envie d'y aller? Est-ce que tu as envie qu'on te prépare en termes de formation par rapport à aller à ça? Et donc, ça va demander de l'humain. Ça va demander plein de gens qui vont être capables à la fois d'expliquer la décision, de dialoguer à propos de ce que la personne a voulu faire, de gérer sa déception, de la faire repartir sur une nouvelle tentative ou sur autre chose. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne crois pas du tout à ces systèmes. On a toujours eu un peu le fantasme de dire qu'on pouvait ouvrir plein de possibilités. Oui, mais à un moment donné, il faut refermer, gérer, réorienter, reformer. Donc, ça nécessite aussi des personnes là-dessus. Et donc, les deux combinés, je pense, effectivement, peuvent apporter beaucoup. Mais je ne crois pas du tout au fait qu'il y a des entreprises qui disent qu'elles sont passées quasiment au tri de CV uniquement par l'IA.
Ok. C'est autour de 70 ou 80%, je crois. 77. Ouais. Mais pour rebondir, il y a un excellent article dans le Guardian qui a été publié, qui en fait vient d'une étude scientifique, encore anglaise. Et ils indiquaient, oui, ils font beaucoup d'études dans ce domaine. C'est normal, Turing est anglais, était anglais. Mais en l'occurrence, ils ont fait cette excellente étude où ils regardaient un petit peu comment ça se passait, ces processus de recrutement avec l'IA. Ils ont surtout remarqué une chose, c'est qu'en fait, ça excluait énormément de compétences atypiques. Et il y a un exemple qui est donné, qui est partagé par la communauté, et qui est assez simple. C'est par exemple, on utilise beaucoup le terme de la diversité est bienvenue. Ah, c'est bien. La diversité est bienvenue. Mais qu'est-ce que c'est que la diversité pour une IA ? Il ne sait pas. Donc en fait, il faut être précis. Il faut être précis dans ses demandes, il faut être précis dans ses prompts quand on pose une question. Donc il faut une connaissance sémantique, linguistique, très poussée, pour être capable de dire à l'IA, quand je dis diversité, je dis ça, 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 ça et ça. Et parce que sinon, vous avez, systématiquement, la notion de diversité, il ne sait pas ce que c'est. Et une machine, en fait, elle ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire c'est merveilleux, c'est fantastique. Non, c'est de l'intelligence artificielle, mais ça n'est pas intelligent pour l'instant. Elle va travailler sur des archétypes. Mais même pas, ça va même plus loin que ça. Effectivement, elle travaille sur des archétypes. Ça, c'est l'entraînement qui a fait ça. Parce que comme les grands sportifs, une IA, ça a besoin d'entraînement. Plus il y a d'époques, plus c'est précis. Je dirais pas que c'est des black box, parce qu'on a maintenant, avec Gingface, avec des choses comme ça, des sortes de catalogues d'algorithmes. Donc, on sait un peu ce qu'il y a dans les algorithmes. D'ailleurs, Parcoursup... Je parlais d'entreprise. Dans Parcoursup, l'algorithme, il a été publié, mais le reste n'a pas été publié, ce qui est un petit peu embêtant. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la donnée d'entraînement, on ne connaît pas la durée d'entraînement. Peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, ça n'a pas été publié. Et en l'occurrence, sur ce sujet spécifique de la structure des entraînements, etc. Mais on retrouve, quand l'entraînement, disons, n'a pas utilisé suffisamment de données vastes, on va effectivement avoir en sortie les archétypes. Il suffit d'aller sur DALL-E, de demander une image d'une executive woman, par exemple, vous allez voir ce qui sort. Ça ne sera pas représentatif de la diversité. Pas du tout. Mais faites l'expérience. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur le fait qu'à un moment donné, on se méfie de la subjectivité humaine, mais on est en train de vouloir normaliser quand même beaucoup les choses, de standardiser et donc de formater. Et je trouve que, moi je partage complètement les résultats de l'étude qui a été publiée par le Guardian sur le fait que il y a tout ce qui comment on va traiter ce qui va être atypique. Mm-hmm. Et l'atypique fait qu'il peut être vu aussi, c'est forcément aussi par de la subjectivité qu'on peut le voir, qu'on peut le repérer. Et ça, c'est quand même une partie qui est extrêmement importante et donc qui est très difficile à expliquer aussi, de comment je le repère. Et donc, est-ce que finalement, tout ce qui ne va pas être explicable dans la manière de faire va pas être vu comme étant finalement de la subjectivité ? Et c'est ça un petit peu ma crainte. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on ne peut pas dire que ce que les années d'expérience ont pu montrer en termes de recrutement, de la capacité de quelqu'un à même sans savoir formaliser pourquoi il a senti telle et telle chose, est-ce qu'on ne va pas le mettre de côté en disant que finalement, tout ça, c'est la subjectivité et c'est pas juste l'accumulation d'années d'expérience qui fait qu'on arrive à ça. Et donc, je pense qu'il faut faire attention à l'aspect formatage. Le formatage permet de gagner du temps, mais nécessite après de réintroduire, à mon sens, du questionnement, de la complexité et tout, pour arriver à ce que ça ne soit pas trop narrow-minded. Mais ça, je pense que ça va aller dans votre sens, justement, parce que là, on est en opposition entre le travail réel, le travail vivant, le travail subjectif, le travail objectif, et peut-être un sentiment de déresponsabilisation, de perte du sens du travail individuel et au niveau collectif, qui est en train de s'inscrire, ou du moins d'être légitimé. Oui, exactement. Peut-être sur les points, pour rebondir un peu sur la question de la subjectivité et du recrutement, aussi, il faut souligner que la mesure, par exemple, la performance au travail, avec les scores de productivité qui donnent toujours l'impression d'être objectives, qui se focus sur l'activité. Mais sont-ils, beaucoup utilisent l'activité comme indicateur de productivité, mais par exemple, quand on travaille à la maison, travaille en télétravail, un grand nombre de courriels envoyés, un grand nombre de participations à des réunions Teams, etc., ne signifie pas nécessairement qu'on est plus productif et qu'on obtient de meilleurs résultats. Donc, les aspects mesurables du travail dépendent des aspects tacites et expérientiels qu'on vient de dire, Marc. Voilà. Pour répondre à la question sur la responsabilité, je vais faire peut-être d'abord un détour sur cette question que l'IA impose aujourd'hui dans le monde du travail, qui est celle de la domination.
Je ne sais pas si... Allons-y. Oui, voilà. Donc, domination. L'IA institue une nouvelle forme de domination aujourd'hui. La domination abstraite, un concept qui a été déjà forgé par les philosophes déjà Tocqueville, l'école de Francfort avec Mark Horkheimer, professeur de l'école de Francfort. Et la domination, disait Horkheimer, c'est de plus en plus abstrait, c'est-à-dire qu'elle se chosifie. C'est la domination des faits. Aujourd'hui, donc, c'est une situation qui se produit aujourd'hui avec l'IA. L'IA est en très grande mesure une question du pouvoir et de domination. Et elle met en place un nouveau type de pouvoir qui correspond à cette domination abstraite et anonyme. La domination traditionnelle dans les modèles était constituée par le rapport entre patron et ouvrier, s'efface devant ce nouveau type de domination, celle du maître qui est impersonnel. Un maître qui est difficilement à identifier, on ne peut pas dénoncer la responsabilité, on parlait tout à l'heure de responsabilité, ni accuser les malheurs qu'il commet. Donc c'est une sorte de maître doux, invisible, insensible, mais dont les résultats sous forme de conclusion s'imposent à nous de manière irrécusable. Alors, par exemple, comment refuser ou contester les refus d'entrer à l'université quand la sélection des candidats se fait par l'IA? Comment contester les refus d'un prêt bancaire? Parce qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'IA pour toutes sortes des opérations, non seulement le recrutement. Aussi, dans le monde des plateformes numériques, je travaille beaucoup sur ces questions, les plateformes Uber Eats. Donc, la désactivation s'est faite par l'algorithme de l'IA. Donc, tu es congédié par une machine. Alors, partout où cette domination abstraite de l'IA s'entend, donc il y a une perte de liberté individuelle, de pouvoir sur soi, sur l'environnement qui nous entoure. Et on est sorti de l'arbitraire des décisions du patron et on est en train de tomber dans les mécanismes d'une sorte de domination impersonnelle, d'un nouveau régime de servitude qu'on accepte parfois de manière volontaire. Et donc, dans ce processus, c'est aussi la responsabilité qui recoule. Comment peut-on rendre responsable d'une décision d'une machine? La question de qui est responsable de prise de décision par les technologies de l'IA est une question qui n'a pas été résolue encore et qui se pose de manière très, très sérieuse. D'ailleurs, la déclaration de Montréal sur l'IA responsable, parce qu'à Montréal, c'est une plaque tournante un peu de l'IA, a été adoptée récemment cette déclaration et on prévoit d'ailleurs qu'aucune décision managériale ne devrait être prise par la technologie seule et que les gestionnaires des ressources humaines devraient systématiquement donc participer à ces processus. Mais pour l'instant, tout ça reste un peu au niveau déclaratif. Alors, Marc, peut-être, il y a cette question de la prise de décision, justement, parce que c'est une sorte de boîte noire, là aussi, comment ça se prend une décision au sein de l'entreprise, à partir de quels éléments. Et pour le DRH que vous êtes, il y a cette question, j'ai vu dans une étude, une enquête de Labor IA qui a été parue, qu'il faut chercher à trouver des nouveaux compromis de rationalité, justement, entre les différents acteurs au sein des entreprises, pour intégrer la technologie en bonne intelligence avec les syndicats, les travailleurs, ceux qui ont l'expérience, le retour d'expérience, et évidemment les DRH. Alors, il y a deux sujets différents. Il y a déjà les décisions managériales, comment elles sont prises. Et effectivement, moi, je ne souhaite pas du tout qu'on ait une déresponsabilisation des managers et qu'ils soient en train de dire « je t'augmente pas, c'est l'IA qui dit ça ». C'est-à-dire que, et encore une fois, on apportait déjà aujourd'hui des éléments qui guidaient la prise de décision avec des benchmarks internes et externes, où est-ce qu'était positionné le collaborateur. Il y avait des recommandations selon le niveau de performance et des choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est possible de donner des orientations, mais à la fin, il y avait quand même aussi une décision de la part du manager. Et sinon, tous les discours qu'on est en train de dire sur quoi être manager, ça veut dire quelque chose. Le cœur du manager, c'est de prendre des décisions. Donc, si à un moment donné, il ne fait pas ça, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que je ne vois pas à quoi sert ce rôle s'il n'est pas justement pour prendre des décisions, qu'on lui prépare et que l'IA lui prépare d'autant plus, réduise les choix ou ouvre des différentes options. Mais à la fin, c'est bien pour décider, et parce qu'il y a plusieurs décisions possibles. Et donc, il y a quand même la possibilité d'avoir un libre arbitre. Et c'est pour ça qu'on forme des managers. Enfin, pour moi, s'il n'y a plus ça,
si finalement, c'est plus des managers dont on a besoin. C'est-à-dire que si on dit qu'il suffit que c'est l'IA qui va répartir le travail, qui est un des cœurs du manager, c'est pas l'IA qui va inspirer quand même et remettre du sens dans le travail qu'il fait au quotidien. Ça, c'est un des rôles du manager. Quand il y a arbitré entre deux collaborateurs, c'est pas l'IA qui va le faire. C'est quand même, on attend bien justement que ça soit le manager qui soit capable de le faire. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut justement ne pas aller dans tout ce que plein de gens sont en train de dire, ça va réduire la subjectivité, ça va permettre finalement de faire converger les choix. Non, à un moment donné, il y a une part de décision sur lesquelles on attend que des personnes soient capables de faire des choix par rapport à certaines options et aussi de mettre en commun différentes façons de voir les choses et de remettre de la complexité. Voilà. Et que c'est pas juste blanc, noir. Et c'est donc, je suis, et j'étais très intéressé par ce que disait Mircea sur le fait qu'il y a besoin aussi que la décision soit incarnée par quelqu'un et que ce soit pas finalement un truc abstrait derrière lequel on se cache. Parce que sinon, on est dans ces cas-là, effectivement, totalement soumis finalement à la machine. On ne sait pas en plus comment ça a été fait. Et puis, c'est très facile de se déresponsabiliser. Et c'est terrible après pour les collaborateurs de ne pas savoir finalement qui a amené cette décision. Et on le voit effectivement. Moi, j'ai vécu pour les chaînes de production de Danone sur lesquelles, effectivement, la machine, en termes de cadence, en termes de... finalement, avait pris le contrôle. En fait, il y avait à la fois la supervision du collaborateur, du salarié, parce que dès qu'il y avait une panne, il devait intervenir. Mais en fait, il était comme... Tout était programmé et tout ça, qu'il fallait intervenir avec telle vitesse et tout. Il était à la fois contrôlant, mais à la fois subordonné à la machine. Et ça, en termes de charge mentale, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas assez pris en considération. Le fait d'être en stress, qu'il puisse y avoir un imprévu, que derrière, ça puisse coûter de l'argent si jamais la machine est arrêtée, et d'être cadencé finalement par la machine, c'est quand même quelque chose qui va se généraliser avec le fait que, c'était très bien dit par Mircea aussi dans les centres de logistique, on vous dit ce que vous devez faire, quoi. Donc on vous envoie à droite, on vous envoie à gauche, et vous savez même pas à qui vous en prendre, parce que vous pouvez même pas les contester devant votre manager, quoi. Ce que j'ai entendu, il y a deux termes qui sont importants, c'est commun et complexité. Et on est vraiment sur un processus où il faut réfléchir avec l'intelligence artificielle, parfois contre elle, pour fabriquer de la valeur, encore une fois. Alors je rajouterais... Bien sûr. Par rapport à ce que viennent de dire Marc et Mircea de façon extrêmement juste, il y a deux composants. En IA, on parle de data point, on va en rajouter deux. C'est l'aversion au risque. Ouais. Et on est dans un monde où il y a une totale aversion au risque. Donc c'est très sympathique de se dire « Ah, j'ai une machine qui va prendre la décision à ma place. Si elle se plante, c'est pas grave, c'est pas moi. » Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez central. On est dans un monde qui n'aime pas le risque. Donc on va chercher... Et l'incertitude. Voilà. Et donc on va vraiment chercher à cadrer ça. Et cette aversion au risque, ça enlève de la subjectivité. Ça crée un biais, par essence. Et là, c'est assez grave d'un point de vue de la création de valeur, parce qu'on se retrouve dans des structures où parfois il y a une telle aversion au risque que peut générer finalement la gestion d'une vraie structure de travail avec les aléas divers et variés, qu'on va aller chercher son revenu plus dans une logique financière qu'on pense certaine, que dans une logique de production. Et donc là, ça change la notion de valeur. Finalement, on a parlé de désindustrialisation. Quelque chose qui est assez central dans le discours qu'on entend aujourd'hui. Et cette désindustrialisation, elle est directement le fruit de cette aversion au risque. Finalement, l'humain, parce qu'il est versatile, parce qu'il est humain, c'est un risque. Et donc on est dans une vision de l'humain dans son polymorphisme, dans tout ce qui fait sa richesse. Et on est peut-être arrivé au bout de cette réflexion. Et ce qu'évoquait Mircea, c'est un vieux sujet. Ce que vient de dire Marc aussi, c'est un vieux sujet. C'est un sujet quasiment aristotélicien, en fait. La question des navettes, c'est le risque posé par l'humain. Et on a une telle aversion au risque qu'on ne veut plus que l'humain soit central. Or, si l'humain n'est pas central, qui prend les décisions? Et ça va même plus loin. Être entrepreneur, au-delà d'être manager, c'est prendre des risques. Et c'est prendre des risques sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est prendre des risques sur le fait d'y aller, même s'il n'y a pas encore le marché. Et ça, une machine, parce qu'elle n'a pas cette historique-là, elle est peut-être dans l'incapacité de prendre ce risque-là. Donc, quelle économie, quelle valeur, si on n'a plus d'entrepreneurs, si on n'a plus de prophètes, d'une certaine façon, qui vont nous dire, comme Steve Jobs, qui vont nous dire, finalement, il faut prendre ce chemin-là. Parce que l'informatique personnelle, ce sera un grand truc dans 10 ans.
Donc la création de valeur, elle est là aussi. Mircea, je rebondis là-dessus parce qu'on dit l'humain finalement c'est une composante du risque et on voit peut-être aussi un autre calcul qu'il y a derrière l'intelligence artificielle et son utilisation sur les sociétés de contrôle et vraiment les outils de surveillance qui sont mis en place par les entreprises où l'IA apporte quelque chose peut-être en plus dans l'affinage de cette technique-là. Oui, exactement. L'IA pose de nouvelles questions concernant la surveillance des travailleurs dans l'entreprise. Les algorithmes ont élargi pour les gestionnaires les possibilités de contrôler les employés. C'est une question qui me préoccupe fortement et que je suis en train de travailler sur ce sujet-là parce que l'IA a mis à la disposition donc, de managers des logiciels qui permettent toute une série d'opérations, lire les courriels des employés, regarder leur écran en direct, consulter leurs activités passées, savoir sur quel site ils se trouvent, suivre les publications sur les réseaux sociaux, savoir depuis combien de temps ils sont devant leur écran. Et il y a aussi d'autres qui effectuent sur une base aléatoire des saisies d'écran sur les postes informatiques des employés qui prennent une photo de leur visage et qui enregistrent aussi leur conversation. Et aujourd'hui, avec les avancées en informatique affective et IA émotionnelle, on peut aussi reproduire les émotions humaines, mais aussi les reconnaître. Et en utilisant des algorithme de détection en espace de quelques heures ou quelques jours. Donc, l'employeur dispose d'un profil émotionnel personnalisé de son personnel, 10% de joie, 10% de tristesse, 10% de surprise, 40% de frustration, etc. Donc, ce sont des données sensibles et qui sont parfois stockées et peuvent être piratées. C'est-à-dire, donc, on est dans la question de la contrôle de data. Alors, on n'a pas de statistiques officielles. Au Canada, on est très mal outillé au niveau des statistiques officielles et des recherches sur ces questions-là. Aussi au niveau de la réglementation, par exemple, il n'y a aucune loi qui oblige les employeurs d'informer les employés qui ont un logiciel de surveillance sur leur poste de travail. Et juste en Ontario, ça vient d'être adopté en loi qui donne juste l'informer, mais pas aucune possibilité de contestation. C'est comme ça. Alors, il y a des enquêtes, par exemple, une enquête qui a été menée en 2023 montrait qu'à peu près 80% des employeurs utilisent des logiciels pour surveiller leurs employés. En France, il y avait aussi en 2023 une autre enquête menée par Vincent Burns pour l'entreprise américaine de logiciels WAR. 63% des entreprises de plus de 500 collaborateurs ont mis en place des systèmes de surveillance du télétravail. C'est parce que c'est le problème de surveillance du télétravail. Et aussi, aux États-Unis, donc, on a à peu près 60% des employés qui sont contrôlés à distance par les logiciels de surveillance. Et voilà. Et près de 9 employés sur 10 dans cette enquête américaine disent qu'ils ont licencié des travailleurs après avoir mis en place un logiciel de surveillance. Aujourd'hui, c'est dans l'actualité parce que pour ramener les employés au bureau, ils disent, bon, nous, soit vous revenez au bureau, soit on vous installe un logiciel de surveillance. Mais la réaction des employés est généralement hostile et 70% des entreprises déclarent que les salariés ont démissionné, refusant d'être ainsi surveillés. Alors, c'est toute une question qui se pose aujourd'hui sur les désirs de surveiller les travailleurs à l'aide de l'IA, parce que, évidemment, le suivi peut attraper un employeur fautif sur 10, mais qu'est-ce qu'on fait avec les 99 autres dont on rend l'environnement de travail complètement insupportable? Parce que la surveillance au travail, ça peut éroder donc, la confiance, c'est une question de confiance, la dignité, l'autonomie décisionnelle, et on pousse les travailleurs aux limites de leur capacité physique et mentale, parce que quand on est surveillé, là, on est toujours en train de travailler plus. Et les objectifs poursuivis par la collecte des données par la surveillance sont affichés comme généreux, pour éviter le burn-out, pour éviter que vous vous épuisez au travail, etc. Mais comme société, on doit se poser la question, doit-on permettre donc l'utilisation de ces outils de surveillance pour savoir si on est productif ou simplement pour être heureux au travail?
C'est très drôle parce qu'en faisant mes petites recherches avant, j'ai vu que le système du crédit social en Chine, qui est un système de notation des citoyens, des entreprises, reprend les mêmes types de discours que notre mode de surveillance au sein des entreprises. C'est-à-dire, on se soucie, comme vient de le dire Mircea, du bien-être, de la santé mentale pour l'installation de ces outils. Mais Marc, vous vouliez rebondir peut-être sur ce que disait Mircea. Oui, moi je voulais rebondir sur un point qui me paraît essentiel, c'est la confiance en fait. C'est-à-dire que est-ce qu'on fait confiance ou pas ? Et c'est un point qui a été d'ailleurs aussi très important par rapport à la mise en place du télétravail. En fait, si des gens aussi ont démissionné quand on leur a demandé de revenir, ils l'ont vécu aussi comme le fait qu'on leur faisait plus confiance. Et que, alors qu'auparavant, ils faisaient très bien leur boulot, il n'y avait pas... Tout d'un coup, on leur dit de revenir. Ça a été exactement la même chose aussi, ce qui s'est passé pour les entreprises qui n'ont pas voulu, alors qu'ils avaient mis tout le monde en télétravail pendant le Covid, qu'on dit, maintenant que c'est terminé, vous revenez tous là. Donc, pourquoi on a été capable de nous faire confiance pendant un moment donné, et puis on n'est plus capable de le faire. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment ça qui va différencier des entreprises entre celles qui font confiance et qui capitalisent sur l'autonomie, la capacité de décider, de prendre des initiatives. Et c'est ce qui est fou, c'est que d'ailleurs, tout le monde est en train de dire il faut prendre des initiatives, il faut être autonome. Et puis, vous voyez, en fait, l'incohérence dans beaucoup d'entreprises entre ce discours qui est prôné et la réalité sur le fait, vous regardez le pouvoir de délégation, il est nul. Vous voyez qu'en fait, vous devez demander à je ne sais pas combien de personnes avant de faire quelque chose. Et je crois que ce sujet de cohérence au sein des entreprises, alors, vaut mieux qu'une entreprise, elle assume le fait qu'elle ne fait pas confiance à ses salariés, mais c'est très dur à assumer, et qu'elle flique. Mais il y en a plein, et c'est ça qui est très compliqué, qui disent qu'elles font confiance et sur lesquelles, dans les faits, montrent qu'elles ne font pas confiance. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Et l'autre point, quand même, pour rebondir, je pense que c'est là où les représentants des travailleurs, les syndicats, ont un rôle clé à jouer, c'est de faire en sorte que tout ce qui concerne les modalités, que ça soit d'alerte, parce qu'en fait, c'est surtout ça. Au début, c'est comme ça a été dit, c'est toujours vendu comme de l'alerte par rapport à la surcharge et tout, mais comment ça se transforme vite en surveillance. Donc, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de l'intégrer dans un dialogue social et qu'on soit très clair sur les conditions, sur qui fait quoi. Ça doit être des tiers extérieurs. Il y a un système complet d'alerte. Moi, j'ai négocié sur le sujet dès 2008 quand je suis arrivé chez Danone. Il y a la vigilance collective. Ça, c'est un concept qui n'est pas connu, mais le fait que le voisin, le collègue soit en train de s'apercevoir qu'un tel est en train de se noyer ou des choses comme ça, ça vaut tous les logiciels du monde qui est en train d'aller noter combien il est en train de faire de pièces par heure. Et donc, c'est encore une fois, moi, je suis plutôt sur système complexité, non pas pour dire que l'IA ne doit pas venir, mais de dire qu'il y a une couche, de toute façon, de complexité, d'observation et tout ça, et qui fait que tout ne peut pas être fait par l'IA et que c'est se déresponsabiliser de se dire que c'est l'IA qui prend les décisions à notre place, quoi. Alors j'aime beaucoup le glissement qui s'opère entre le début de ce podcast et la fin, puisqu'on parlait de la confiance qu'on peut accorder à l'intelligence artificielle pour glisser la confiance qu'on doit accorder à l'humain. Et on a glissé de l'intelligence artificielle à ce qui est du ressort de l'intelligence collective. Peut-être que Caroline, vous auriez un mot à dire là-dessus. J'aimerais rajouter en fait 2 points, si je puis me permettre. Un premier point qui est finalement qui va dans le sens de la logique de confiance, qui est au triptyque évoqué tout à l'heure par Marc, j'en rajouterai un, qui est la conformité. Et la conformité notamment sociale, c'est-à-dire effectivement ton travail d'autonomie. Ben, l'autonomie, du moins en France, c'est un gros mot quasiment, et alors que c'est quelque chose qui est fondamental. Et effectivement, sans humain, sans confiance dans la capacité de l'humain, donc cette chose qui est génératrice de risques et de prise de risques, il n'y a pas grand-chose que peut faire l'intelligence artificielle. Parce que de toutes les façons, l'intelligence artificielle, elle est née de l'humain. Elle est développée par l'humain. Elle est programmée par l'humain. Elle est entraînée par l'humain. L'humain, il est partout. Donc, le jour où il n'y aura plus d'humain, il n'y aura plus d'intelligence artificielle. Et on est de retour dans Mismatch pour la seconde partie avec notre grande oreille, celle qui a tout écouté. Il y en a 2 même, c'est celle de Clément Lemoine. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, je vais te présenter brièvement et puis après on va peut-être rebondir sur ce qui a été dit. Tu as fait une thèse sur les attitudes sociales. Alors c'est aussi le comportement, les émotions, l'introduction de celles-ci dans nos comportements, justement. Alors comment les détecter ? Et ça, je pense que ça mobilise un certain nombre de sciences. Exactement, ouais. En fait, ma thèse, c'était vraiment... donc, il y a 2 grands blocs. Ouais. Ça va être la reconnaissance de ces signaux sociaux-là qui sont tout à fait spécifiques à l'homme, en fait. Et
de l'autre côté, ça va être plutôt le champ de la synthèse vocale, où on va essayer de recréer ces signaux. Alors, les Et signaux, de- c'est après, par exemple, je suis en Mismatch, colère, le la joie, podcast qui aime Voilà, c'est croiser ça. les Donc en fait, perspectives l'enjeu, pour ça va être explorer dans une tous les voix, de possibles. prendre par exemple ta voix là, Ouais. et de changer dans cette voix-là seulement l'information qui va être relative à ces émotions-là ou aux attitudes, ça peut être d'autres choses. Mais le principe est le même. Et la grande difficulté, c'est ça, parce que la voix, c'est un signal qui est intrinsèquement très complexe, qui va mélanger tout un tas d'informations, le linguistique, le paralinguistique, l'extralinguistique. Donc typiquement, il va y avoir ton identité vocale, ça c'est l'extralinguistique. Le paralinguistique, c'est ce à quoi je m'intéressais, donc les émotions, les attitudes, tout ça. Et puis il y a le linguistique qui est une grosse contrainte, en fait, c'est les mots qu'on prononce et qui vont déjà déterminer la manière dont se structure le signal. Donc voilà. Et en fait, l'intelligence artificielle, et plus particulièrement le deep learning, est très efficace en fait pour modéliser ce genre de problème-là, puisque le signal vocal est un signal qui est très structuré et qui est donc en fait tout à fait adapté à l'usage d'algorithmes de deep learning. Ça, c'était pour ton doctorat. Ensuite, tu as fait un post-doctorat à l'IRCAM. Ouais, c'est ça. Tu as travaillé sur une question qui est tout à fait contemporaine, sur la question de comment on peut arriver à une voix non genrée. Ouais. Donc c'était en fait vraiment dans la ligne, dans la lignée de mes travaux précédents sur les attitudes, parce que en fait c'est un autre attribut de la voix, quoi. Là c'est vraiment le genre, c'est pareil, c'est plutôt de l'extra-linguistique, du coup ça a plus à voir avec l'identité. Mais en fait, moi l'idée c'était d'aller explorer en fait ce qu'on pouvait faire avec des algorithmes pour convertir le genre d'une voix, c'est-à-dire conserver une forme d'identité vocale moins le genre, et donc aussi d'aller questionner en fait, du point de vue du signal, est-ce qu'il existe une voix dégenrée ? Est-ce qu'il existe une identité indépendante du genre ? Et donc d'aller aussi essayer de donner peut-être des arguments à d'autres réflexions qui sont menées plutôt en sociologie ou en philosophie sur ce même sujet. Donc c'était assez intéressant. Hyper intéressant parce que ça croise plein de disciplines, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est une recherche qui est toujours en cours et que c'était un postdoc assez court de 8 mois à la suite de ma thèse, donc c'est toujours en cours. Alors, rappelle-nous ce que c'est que la mission de l'IRCAM, parce que c'est intéressant aussi. Alors l'IRCAM, c'est un institut de recherche assez unique en son genre. Je pense même que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres endroits dans le monde où il y a cette constellation de gens. Donc c'est en fait l'idée, c'est dans les années 70, c'est Pierre Boulez qui dit on va mettre dans un même endroit des chercheurs, des scientifiques de haut niveau avec des compositeurs de musique contemporaine, et on va essayer à la fois de mener des expérimentations en musique contemporaine pour aller de l'avant et créer des nouveaux courants et tout ça, et en même temps réfléchir à des technologies qui vont pouvoir s'appliquer à la musique mais aussi à la voix. Moi c'était plutôt sur la voix que je travaillais, et en fait ça continue, et c'est un endroit assez intéressant, assez unique, donc qui est relié au Centre Pompidou et qui mène tout un tas de recherches liées au son de près ou de loin. Voilà. Hyper intéressant parce que tu as des chercheurs, tu as des créateurs, enfin des compositeurs, mais c'est des créateurs aussi, des chercheurs. Donc il y a ce dialogue qui se nourrit entre des champs disciplinaires différents. Complètement, ouais. C'est, je pense... En fait, il y a cette chose qui est intéressante à l'IRCAM, c'est qu'on allie à la fois un côté fondamental, donc de recherche, où on va chercher à comprendre. Par exemple, il y a une équipe qui s'intéresse aux sciences cognitives, à comment on va percevoir les sons, comment on va les encoder acoustiquement. Donc là, ça serait plutôt même des modèles physiques de production de la parole, des choses comme ça. Et puis des applications très pratiques de comment est-ce qu'on va générer de la musique, faire de la synthèse de musique, faire de la synthèse vocale, faire de la conversion vocale, des choses comme ça. Donc des choses beaucoup plus pratiques et qui vont pouvoir être utilisées par les compositeurs. Donc il y a vraiment cette double exigence-là qui est intéressante du point de vue du chercheur. Et je trouve que vous êtes du coup beaucoup plus à l'aise sur les questions de technologie IA, parce que en fait, c'est pas nouveau. À l'IRCAM, il travaille avec. T'as d'un côté le compositeur qui est un créateur, mais il travaille avec un agent qui peut être une technologie, c'est un outil, et c'est une sorte de co-construction. Donc déjà, vous êtes déjà dans cette démarche depuis longtemps. Complètement, ouais. Et en fait, c'est vrai que les questions sur est-ce que l'IA va être créatrice, est-ce qu'on va pouvoir créer des pièces musicales avec de l'IA, des choses comme ça, c'est des questions qu'on se pose depuis longtemps à l'IRCAM. Et je crois pouvoir dire, même si je ne suis pas dépositaire de la parole de l'IRCAM, mais qu'on a tranché la question il y a longtemps en disant qu'en fait, l'IA était un outil comme un autre, comme ont pu l'être d'autres choses avant, mais je veux dire l'informatique en général, mais l'informatique musicale, ça a été aussi une révolution, et les gens en disaient du mal quand c'est arrivé, parce qu'on disait, ça va être faire de la musique avec des ordinateurs, et les violons et les guitares, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, il y avait ce genre de réflexions-là qui sont un peu simplistes. En réalité, l'IA, c'est un outil, donc on va co-créer avec l'IA, l'IA va proposer des choses,
Et après, la prise de décision, elle est humaine, en fait. Parce que, donc là, on peut rentrer un peu plus dans le détail, mais je pense qu'en réalité, il faut se poser la question de quelle tâche peut être assumée par l'IA. Et je pense qu'en fait, ce qui sous-tend une tâche assumée par l'IA, c'est qu'elle est définie par un modèle mathématique. C'est-à-dire l'IA, elle approxime un modèle mathématique. Et en fait, là où elle est bonne, c'est là où il y a une relation, un mapping entre des données d'entrée et des données de sortie. Et en dehors de ces tâches-là, l'IA, elle échoue. Et au contraire, elle peut même produire des résultats qui sont complètement aberrants, ce qui a été dit avant. Avec les hallucinations. Voilà. Mais en gros, pour expliquer simplement, l'IA, si on lui demande d'apprendre à multiplier un chiffre par 2, on va lui donner 2 et 4, 5 et 10, 10 et 20. Et si on lui donne suffisamment de paires, elle va apprendre en fait, à faire une multiplication par 2. Mais elle n'aura pas appris le concept de ce que c'est que multiplier un nombre par 2. On voit, l'apprentissage, c'est quelque chose de complètement différent de ce qu'on peut observer chez, par exemple, un enfant qui va apprendre ce que c'est qu'un oiseau, où il va voir une mésange, un rouge-gorge, et le jour où il verra un pélican, il saura que c'est un oiseau. Il saura que c'est un oiseau parce qu'il aura été capable d'extrapoler, malgré la forme assez peu commune du bec du pélican. L'IA, elle ne saura pas. Si elle n'a pas de pélican dans sa base d'entraînement, elle aura pas la capacité de dire que c'est un oiseau. Ce sera autre chose, ce sera un outlier, on appelle ça mais c'est drôle parce qu'on en a parlé en préparant cette émission, mais là je le vois autrement aussi philosophiquement parlant. On pourrait dire que l'être humain, il va chercher l'essence des choses, c'est presque de l'ontologie, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un oiseau, au-delà du signe oiseau, alors que l'intelligence artificielle, justement, c'est presque de la sémiologie, quoi. Elle s'intéresse aux signes. Complètement. Et en fait, à l'heure actuelle, on ne peut pas sortir de ce paradigme-là parce que les concepts qui drivent la recherche en IA depuis, ça a été dit, c'est les années 50, mais disons que depuis les années 90, on a les réseaux convolutionnels avec Yann Lequin et c'est ce qui fonde le deep learning. Et en fait, on n'a pas vraiment dépassé ça depuis les années 90, on a juste augmenté les capacités de calcul. Et en fait, conceptuellement, on n'a pas dépassé ça et donc on n'est pas capable de dépasser ce paradigme de sémiologie où c'est des signes alors qu'ils vont être encodés numériquement d'une manière ou d'une autre. Pour la voix, on va avoir des spectrogrammes, donc on représente les variations en fréquence et en temps. Pour le texte, ça va être des chaînes de caractères. Pour les images, c'est des pixels. Enfin, tout ça, c'est la même chose. Et on ne dépasse pas vraiment cette représentation des données qui est simpliste et qui est certainement pas celle par laquelle on appréhende le monde en tant qu'humain. Donc ça, c'est un point important, je pense. Ouais. Et par rapport à la conversation qu'on a eue auparavant sur les compétences métiers et sur ceux qui peuvent agir dessus, en fait, ça valorise vachement la figure de l'ingénieur sur la figure du chercheur fondamental, en fait, parce que c'est... Oui, complètement. Il y a un côté un peu magie, en fait, dans tout ça. C'est-à-dire que c'est très impressionnant. Enfin, moi, je veux dire, ChatGPT, par exemple, je l'utilise quotidiennement pour... faire plein de choses, générer du code par exemple, parce que c'est typiquement le genre de domaine où l'IA est bonne. C'est, je veux dire, une IA qui est écrite en code, produit du code qui est de bonne qualité et qui peut être utilisé. C'est sûr, c'est très bien, mais par exemple pour tout un tas de, je pense que on peut essayer de faire une typologie en fait des tâches pour lesquelles l'IA est intéressante et peut permettre de résoudre des problèmes. Je pense qu'il y a par exemple tout ce qui a trait au langage, donc la cognition du langage. On montre bien que des algorithmes peuvent modéliser la manière dont on anticipe le langage, donc les large language models sont très bons, et c'est sûr qu'on ne peut pas le nier, même s'il y a tout un tas d'aberrations qui en sortent. À l'ENS, on a un labo qui s'appelle Cognitive Machine Learning, qui est dirigé par Emmanuel Dupoux et qui travaille sur ces problématiques-là, donc où on cherche à modéliser le langage avec des algorithmes. Il semble que ça fonctionne pas trop mal. Si on sort donc c'est pareil pour la vision, c'est pareil pour tout un tas de tâches comme ça assez basiques, si on réduit le champ des possibles, quoi. Si on passe à des tâches un peu plus complexes, comme par exemple le jugement, par exemple faire un jugement, il semble que, en fait, déjà on ne le comprend pas pour l'humain, donc il semble que c'est un mélange entre un calcul rationnel, des émotions, de l'intuition, mais qui vont venir pondérer le calcul et qui font que le jugement à la fin il est riche et il correspond au réel, quoi. C'est complètement différent, quoi. Si on parle de la création, c'est aussi le cas. La création, c'est pas seulement la combinaison d'idées préexistantes, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire, ça va être capable d'extrapoler au-delà de ce qui a déjà existé pour produire quelque chose de véritablement nouveau. Ça, l'IA, elle n'en est pas capable et a priori,
rien ne laisse penser qu'elle le sera un jour, quoi. En plus, sur la création, tu m'avais dit autre chose que je trouvais hyper intéressant. C'est autant par rapport à l'histoire de on entre des données, il y a une fonction mathématique et il va y avoir des données qui vont sortir, ce qu'on appelle une prédiction, on reviendra peut-être là-dessus. Dans la création, tu insistais sur le fait que l'humain peut avancer sans objectif déterminé. Je crée, mais en fait, je ne sais pas ce que je vais trouver et c'est le chemin, la création qui est le plus intéressant. Alors que ça, pour l'IA, il y a un objectif forcément. C'est ça. Donc, c'est très difficile, en fait, Donc, il y a un truc dans l'IA qui s'appelle le critère d'entraînement. C'est-à-dire, pour entraîner le modèle, il faut à un moment donné faire ce qu'on appelle une rétropropagation de l'erreur en sortie. Donc, ça peut être différentes choses. Dans le cas je sais pas, si on reprend le cas de la multiplication par 2, si le modèle s'est trompé, au lieu de multiplier 2 par 2 et de dire 4, il a dit 5, l'erreur est 1. Et donc, on rétropropage ça pour mettre à jour les poids dans le modèle et faire en sorte qu'à l'époque suivante, il soit meilleur. Enfin, c'est-à-dire l'erreur soit plus petite. Donc ça, c'est typiquement quelque chose, en fait, qui... C'est un ordinateur. On expliquera pourquoi l'ordinateur est là sous nos yeux. Je suis désolé. C'est pas qu'il est dissimulé, mais il va remplir une fonction très précise tout à l'heure. Voilà, je le coupe. Donc j'en étais... critères d'entraînement. Le critère d'entraînement, c'est quelque chose de très important puisque c'est quelque chose qui fonde la descente de gradient, qui est au principe en fait des modèles de deep learning qu'on utilise aujourd'hui, et on ne peut pas s'en abstraire, quoi. Donc, en fait, c'est les 1000 couches de modèles mathématiques qui vont permettre justement de traiter la donnée. C'est ça. Pour mettre à jour les poids du modèle, il faut un critère. On est obligé d'avoir un critère. Et en fait, c'est pas évident que dans toute tâche humaine, il y a un critère particulier ou une combinaison de critères qui nous mène à l'objectif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait sans objectif particulier, qui sont plutôt liées au hasard, à quelque chose de complètement aléatoire, et tout ça n'est pas modélisé, en fait. Et on le comprend déjà pas pour l'humain, donc on n'est pas prêt de le modéliser pour avoir des algorithmes qui le reproduisent. Alors, si on écoute ça, est-ce qu'on est sur un objectif prédéterminé ? Ce qu'on vient d'écouter là, c'est ton groupe, Fallen Alien, qui s'est produit à Rock, donc de l'art vivant. Ouais, complètement, ouais. Analogique, très loin de l'IA. Là, la démarche, c'est vraiment... qu'est-ce que c'est ? On cherche le plaisir, on cherche quoi ? On cherche, je sais pas vraiment en fait, on cherche à faire quelque chose de singulier, à mélanger des choses qu'on aime, probablement, mais à en faire ressortir quelque chose de nouveau, quoi. C'est-à-dire, c'est pas simplement recopier des choses qu'on aime et en produire une configuration nouvelle, c'est essayer d'ajouter quelque chose. Je pense que c'est ça, en fait, hein, quand on fait de l'art. Après, modestement, on dit pas qu'on y arrive, mais je veux dire, s'il y a un objectif, c'est celui-ci, quoi. La transformation, quelque chose qui se métamorphose. Ouais. Et oui, donc, moi, si je parle de mon expérience personnelle, je mets un point nommé à ne pas utiliser d'intelligence artificielle dans ce que je fais en musique, quoi. Après, peut-être que ça changera, parce que ça peut être un outil intéressant aussi, mais pour l'instant, j'y vois pas vraiment d'intérêt, quoi. Alors, si on dissocie tes deux cerveaux, l'autre cerveau qui va utiliser justement l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut faire des exercices ou des expériences avec des logiciels, des outils que tu nous as apportés ? Ouais, complètement. Alors, donc j'ai fait quelques petites recherches hier pour voir ce qu'il y avait d'intéressant en ligne, comme ça, en accès gratuit, pour différentes applications. Donc là, on peut commencer par du text-to-speech, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'on va on donne un prompt et le logiciel génère de la parole. Alors, est-ce que je peux te filer un prompt, par exemple, pour Mismatch ? Ouais, bien sûr. On pourra mettre en avant dans le générique de l'émission. Mismatch, c'est l'envie d'étudier les mutations du monde en croisant les visions, les approches, les perceptions des changements. Alors, les visions, les approches, les perceptions des changements. Super.
est-ce que on dit le ton qu'on veut ou est-ce que tu peux me le faire sur des registres différents au niveau du ton ou pas? Alors là, ça va être assez... On peut choisir l'identité du locuteur. Donc, je sais pas, je peux mettre par exemple un certain Brian. Alors Brian, bienvenue Brian. Mismatch, c'est l'envie d'étudier les mutations du monde, en croisant les visions, les approches, les perceptions des changements. Il fait pas d'erreur. Il fait pas d'erreur. Au niveau du rythme de voix, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal et en même temps, c'est pas très expressif, quoi. Pas très expressif. T'as une autre voix ou pas? Ouais, on peut mettre par exemple Jessica. Jessica. Mismatch, c'est l'envie d'étudier les mutations du monde en croisant les visions, les approches, les perceptions des changements. Bon, c'est quand même très désincarné. Hein. Et c'est drôle parce que il faudrait pas qu'on pense que c'est de la misogynie, mais cette voix-là est beaucoup plus métallique, la voix féminine, que la voix masculine. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ça peut venir de beaucoup de choses, hein, mais là, il y a pas mal de locuteurs dans leur liste. Est-ce que en fait, ça, je pense qu'on est sur un outil assez simple, quoi. C'est Google qui est... Là, c'est une start-up parisienne. J'ai pris cool. Un outsider. Ok, qui est à côté de nous, là. Mais qui fait des choses bien. Mais quand je te disais, est-ce qu'on peut mettre une émotion, normalement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Toi, c'est ce que tu faisais dans ton travail. C'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, eux, ils font pas ça, mais ils font quelque chose d'analogue, en fait. C'est que, donc, au lieu de modifier l'émotion dans la voix, on va modifier l'identité. C'est-à-dire que moi, je vais te dire un truc, ou tu vas dire un truc, comme tu veux, et on va changer l'identité. C'est-à-dire, ça va conserver ton expressivité, ce que tu dis, mais par contre, ce sera pas la même identité vocale. Donc ça, en fait, c'est le même problème formellement que les émotions. Est-ce que tu peux me le... C'est possible de le faire, ça, ou pas? Ouais, bien sûr. Allons-y. Alors, tu veux que je parle ou... Vas-y, à toi. Salut Olivier. Et on va mettre Georges, pour changer. Salut Olivier. Voilà. Donc là, mais attends, c'est juste la voix qui change, là. Ouais. C'est juste la voix, c'est l'identité vocale, mais par exemple, il a gardé mon expressivité. Donc il a gardé l'intonation que j'avais donnée. Okay. Et ça, c'est quand même un problème très complexe. Hein. C'est pas du tout évident à faire, quoi. Donc, d'accord. Qui conserve à la fois ce que je dis, mais aussi l'expressivité. Donc si je pose une question, par exemple, il va garder l'intonation qui va avec l'intonation montante en fin de phrase. Wow, ok. Ça. Donc ça paraît simple, mais c'est quand même des problèmes qui sont complexes parce qu'on démêle des aspects dans le signal qui sont entremêlés, quoi. Donc c'est quand même des choses qui sont complexes. Donc c'est toutes les couches qui sont emmêlées, on va les dissocier pour les recomposer ensuite, quoi. C'est ça. Okay. Donc en fait, c'est vraiment, il faut voir ça comme différentes sources d'informations qui vont être entremêlées dans le signal. Et en fait, ce que permet de faire l'IA, c'est de modifier juste une des sources sans altérer les autres, quoi. C'est-à-dire là, on va modifier l'identité vocale sans modifier l'expressivité, le message linguistique, tout ce qui peut être, tout ce qui est véhiculé dans le signal. Pour faire écho à ce que disait Mircea tout à l'heure sur les formes de contrôle, notamment sur les formes de contrôle émotionnel, et je pense qu'il visait beaucoup ce qu'on voit par la caméra, sur l'ordinateur, sur le télétravail, mais sur la voix, par exemple, je pourrais déchiffrer si un salarié, un collaborateur me ment sur les intonations. Probablement, ouais. Okay. Donc ça, donc il y a tout un champ qui s'appelle l'affective computing, bah ils en ont parlé tout à l'heure, mais qui permet de reconnaître les émotions, détecter un degré de confiance, un degré d'attractivité, enfin des choses comme ça, et qui est vraiment en expansion. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Il y a des choses qui marchent bien. Et en effet, ces technologies-là, elles peuvent aussi bien être utilisées pour connaître, par exemple, l'état général d'un salarié et puis lui donner des ordres adaptés pour le rendre plus productif en fonction de son état, tout ça. Mais ça peut aussi servir à détecter de la dépression, par exemple, chez des patients, de manière précoce pour pouvoir ensuite engager une thérapie, un traitement. C'est ce sur quoi tu travailles d'ailleurs, parce que j'ai dit un peu quel était ton parcours, mais aujourd'hui tu es à l'ENS, comme on l'a dit, en introduction, et tu travailles comme chercheur dans le laboratoire de neuropsychologie interventionnelle, et vous travaillez sur les maladies dégénératives, et la voix a un rôle à jouer là-dedans. Voilà, donc en fait, la voix a émergé en fait, depuis quelques années dans le domaine de la santé en général, mais notamment pour les maladies neurodégénératives, comme ce qu'on appelle un biomarqueur, qu'en fait c'est une trace de ce qui se passe du point de vue de la maladie. Sauf que ce qui est intéressant avec cette trace-là, c'est qu'elle est écologique, c'est-à-dire que les gens, on ne va pas leur demander de, je sais pas moi,
par exemple pour la maladie de Parkinson, de faire des tours sur un cercle comme ça dans la salle. Là, on leur demande juste de parler, c'est-à-dire de raconter leur journée, par exemple, et on va pouvoir en fait prédire tout un tas d'aspects qui décrivent la progression de la maladie. Et donc, c'est des outils qui peuvent être vraiment utiles, notamment dans un contexte où on a du mal à faire venir les gens à l'hôpital, on a du mal à trouver des moyens pour faire passer des tests. Quand ils viennent, c'est une journée complète à l'hôpital, ils doivent prendre un hôtel, c'est vraiment très contraignant, quoi. Et pendant le Covid, il y a toute une réflexion par rapport à ça, et on se dit, s'ils pouvaient rester chez eux, on les enregistre, on prédit des scores, et après, la décision est prise par des médecins, c'est-à-dire ces données-là sont analysées par des médecins. En fait, on peut resserrer le suivi, améliorer vraiment la vie des gens, quoi. C'est intéressant parce que c'est pas un substitut au diagnostic médical. Voilà. C'est plus un complément, notamment si on pense à des déserts médicaux. Ça peut être très utile. Ouais, Les gens complètement. qui sont en situation... Et personne ne pense que ce sera un substitut, honnêtement. Enfin, les gens sérieux ne pensent pas ça. Enfin, c'est-à-dire... et ça ne le sera jamais, probablement. Mais c'est intéressant parce que ça aussi, sur les fantasmes, nous, on est sur l'intelligence artificielle générative qui nous est très utile. Tu disais, c'est une sorte d'assistant personnel, en fait. Ça t'aide dans tes recherches, dans ton travail. Ouais, c'est ça. Et on a le fantasme de l'intelligence artificielle générale, qui ferait tout. Mais ça, c'est juste un fantasme, en fait. Hein. Ça, il n'y a que des gens comme Elon Musk ou... Il y a vraiment peu de gens qui parlent de ça. Et souvent, ils ont intérêt à en parler parce que ça leur fait vendre des produits qui, d'ailleurs, ne sont pas du tout basés là-dessus. Mais je veux dire, on est très, très loin de ça et probablement... Enfin, bon, ça n'engage que moi, mais je pense que ça n'existera jamais, quoi. Il y a un truc dont on a parlé hors antenne. Alors, je dis un truc, c'est très familier, mais il y a une chose dont on a parlé tout à l'heure hors antenne avec Marc et Caroline. C'était notamment sur les effets d'affichage. Parfois, on dit, voilà, c'est formidable, ça va transformer tout. Et là, on est vraiment dans ça, peut-être dans une sorte de fantasme, mais qui produit des effets sur le marché. Parce qu'en fait, on génère des investissements, des levées de fonds colossales sur cette promesse-là. Complètement, oui. Bah après, y a des choses assez intéressantes, mais si on regarde la valorisation boursière de Tesla, par exemple, et le nombre de voitures qu'ils ont en circulation, ça pose question. En fait, c'est sûr que c'est des effets d'annonce, de matraquer ça en permanence. Je pense que, enfin, je suis pas spécialiste honnêtement. Ouais, bien sûr. C'est vraiment mon avis, quoi. Mais je pense que en effet, c'est très, enfin, ça génère des investissements, des profits, de la spéculation et tout ça. Donc, il faut aussi avoir ça en tête et écouter des gens comme Yann Lequin, écouter des gens comme, je sais pas moi, Hinton par exemple, qui vient d'avoir un prix Nobel en physique alors qu'il est chercheur en intelligence artificielle. Mais voilà, je pense qu'il faut écouter des gens sérieux, quoi. Et c'est toi qui m'avais mis la puce à l'oreille sur Yann Lequin en disant, mais lui, depuis les années 90, il a posé l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, sachant que c'était une piste de recherche qui n'était pas vraiment explorée à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire qu'il a été vraiment prophète ou est-ce que c'est simplement les outils n'existaient pas pour permettre à sa vision de prendre forme? Alors, tout à l'heure, j'ai entendu dire que c'était une histoire d'investissement à l'époque. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'était une histoire de puissance de calcul, en fait. Parce que les réseaux convolutionnels, conceptuellement, c'est quelque chose qui est utilisé dans d'autres domaines pour calculer des fonctions de transfert, plein de choses. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on fait des convolutions et on finit par trouver un modèle qui approxime un peu ce qu'on veut faire. Donc lui, c'était son idée, quoi. Et en fait, à l'époque, c'est juste qu'on n'avait vraiment pas de puissance de calcul et qu'on était incapable de faire converger des modèles sans avoir 15 ordinateurs dans une salle. Je pense que c'était plus ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, donc en effet, il y a eu un âge de glace parce que ça marchait pas, on n'arrivait pas à faire converger les modèles. Puis au fur et à mesure de la progression des puissances de calcul, on a réussi à faire converger des modèles sur des petites tâches, sur des trucs. Et ça a vraiment explosé en 2010, je dirais, où c'est devenu vraiment performant, quoi. Et dans la guerre du calcul qui est conduite, parce qu'en fait, il y a quand même cette question-là, dans la préparation, ici, on en avait parlé, c'est que les GAFAM ont la capacité à faire travailler 1000 ordinateurs, 1000 cartes mémoire en même temps, faire rentrer des données simultanément sur un nombre incalculable, justement, d'ordinateurs. Là, il y a une bataille, quoi, d'inégalité de traitement des données, quoi. Ouais. En fait, c'est presque un paradigme de recherche, quoi. C'est-à-dire que ces entreprises-là, pour faire leur recherche, pour produire les modèles qu'elles produisent, elles lancent, 1000 configurations du même modèle. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, en IA, on a besoin de faire beaucoup d'expériences pour savoir quel nombre de couches on va mettre, quels vont être les hyperparamètres
de ces couches. Enfin, les convolutions, ça va être la taille du noyau. Là, c'est vraiment des détails techniques, mais tout ça est très important en fait, parce que ça conditionne les performances du modèle. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent énormément de configurations et ils regardent ce qui est le mieux à la fin. Ok. Et ça, typiquement, nous, à l'IRCAM, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Enfin, eux, des GPU, ils en ont des milliers. Nous, on en a 10, quoi. Enfin, ou 15. Donc, en fait, mais c'est intéressant parce que ça oblige à réfléchir, à être plus intelligent. Enfin, en tout cas, à essayer d'être plus intelligent et à réfléchir en termes de frugalité, c'est-à-dire en disant, au lieu de lancer 1000 configurations, déjà, est-ce qu'on peut pas essayer d'injecter de la connaissance a priori dans le modèle ? Typiquement, la synthèse vocale, on connaît, on a des modèles physiques de production de la parole, on sait à peu près comment ça fonctionne, comment un son est produit. Est-ce qu'on peut pas essayer d'injecter cette connaissance a priori pour économiser des ressources et pour faire un modèle qui va être plus frugal et qui va juste faire les liens en fait dans les différents blocs du modèle physique pour produire un signal de parole. Mais tu viens là de répondre à une question et un point qui a été soulevé par Caroline en première partie, c'est savoir le modèle économique, mais aussi le modèle énergétique qu'il y a derrière. Complètement, oui. De toute façon, je veux dire, si on n'est pas contraint par une forme de, je sais pas comment dire, mais de beauté du geste en recherche de le faire, on le sera par le problème de réchauffement climatique, de limitation, de limite, de nos ressources énergétiques, de tout ça, quoi. Donc ça va s'imposer quoi qu'il arrive à nous, en fait. Ah, c'est joli l'expression que tu viens d'employer, c'est la beauté du geste. Je sais quand les codeurs, par exemple, quand ils te parlent de leur ligne de code, on a l'impression qu'ils comparent ça à une composition de Mozart. Et parfois, ils ont des sensations d'ivresse devant le sublime. C'est quoi pour toi, en tant que chercheur, si on doit continuer sur ce développement de l'intelligence artificielle, ce serait quoi la beauté du geste ? Alors, moi, je suis venu sur le tard, en fait, sur l'aspect développement, c'est-à-dire écrire du code. Maintenant, c'est ce que je fais tous les jours, quoi, mais j'étais pas du tout là-dedans, et c'est vrai que j'y ai pris un certain plaisir. Enfin, une fois qu'on y arrive, ce qui est beau, c'est de passer du concept à un modèle qui fonctionne sur une tâche, avec des idées qu'on a eues, mais qui étaient des concepts et qu'on a réussi à traduire en une architecture, en une stratégie d'entraînement, des choses comme ça. Donc ça peut être, c'est des sciences en fait. C'est au même titre que la biologie ou que les neurosciences ou que je sais pas. Et ça peut être beau, ouais. En tout cas pour nous, quoi. Et en tant que docteur, pour le coup, quand j'ai eu mon doctorat en philosophie politique, je peux t'assurer que j'étais pas très demandé sur le marché de l'emploi. Est-ce que toi, par ton domaine de compétences, les recruteurs te chassent ? Alors oui. Oui. Est-ce que c'est une compétence qui est très recherchée aujourd'hui ? Oui. C'est sûr que c'est très recherché. Après, sur la voie, je pense qu'il y a quand même pas mal. C'est assez demandé. Il y a ce qui casse tout en ce moment, c'est les LLM. Tout le monde veut des gens qui sachent. Mais en fait, pas forcément qui sachent les coder, parce que de toute façon, on utilise des modèles préentraînés et on les utilise pour des sous-tâches très spécifiques, machin. Donc on les fine-tune, ou des fois on les fine-tune même pas parce qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est des compétences qui sont pas forcément très, très élevées et pas forcément très intéressantes non plus. Moi, sur la voie, j'ai eu des offres assez déroutantes, je dois dire. La dernière en date, c'était de développer des modèles pour convertir l'accent de gens qui travaillent sur les plateformes les call centers, les plateformes pour les opérateurs téléphoniques, tout ça, qui sont délocalisés au Maghreb ou aux Philippines, il y en a un peu partout. Et en gros, c'est de leur donner un accent français. Et l'argument, c'est de dire qu'ils vont se faire moins insulter et que ça va améliorer leurs conditions de travail, ce qui est quand même assez... Alors, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure des biais algorithmiques. C'est quand, en fait, en gros, on a programmé et on se rend compte qu'il y a des choses qui sortent fausses. Mais là, on te demande carrément de produire un contre-biais pour gommer. Et c'est quoi la raison de ça ? Eux, ce qu'ils invoquent, c'est de dire que ça va améliorer les conditions de travail de ces gens qui sont horribles parce qu'ils restent des heures dans un centre à appeler des gens qui les insultent. Et qui sont victimes de racisme, quoi. Ouais, complètement. Et puis, en fait, moi, donc c'est difficile quand même d'accepter cet argument-là, quoi. Moi, je trouve ça un peu fort, quoi. Ouais, ça, c'est inquiétant. Mais en fait, ce qui peut y avoir derrière, à mon avis, c'est aussi une forme de glissement de la norme où tout ce qui dépasse, c'est-à-dire toute altérité,
va pouvoir être modifié pour que ça passe mieux. Par exemple, il y a le truc typique, mais là, je pourrais avoir un convertisseur de voix qui fait que j'ai pas de stress dans la voix ou que je suis plus emphatique. Machin. Et en fait, le problème de ces choses-là, de ces applications-là, qui sont nombreuses quand même, c'est le glissement de la norme. C'est-à-dire qu'on va s'habituer à entendre que des choses qui sont hyper tight, hyper bien menées, hyper françaises en France, hyper américaines aux États-Unis. Enfin, voilà. Et en fait, ça, c'est terrible parce qu'on n'est plus capable d'appréhender l'altérité. Il y a le cas aussi, par exemple, dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'applications qui visent à apprendre le langage aux enfants. Il n'y a pas encore vraiment d'études, mais il est probable que lorsqu'on apprend à parler avec une application et qu'on multiplie les interactions avec cette application et que du coup on limite le nombre d'interactions avec des êtres humains, on limite en fait le spectre, des possibles de l'interaction. Et en fait, on apprend une version moyennée, une version édulcorée de ce que c'est qu'interagir avec autrui, quoi. Alors là aussi, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs choses dont on a parlé qui m'interpellent dans ce que tu dis. C'est qu'il y a Caroline, je sais qu'en préparation, elle parlait de la subtilité. Elle opposait l'intelligence artificielle à la question de la subtilité, l'art de poser des questions, l'art d'obtenir des réponses subtiles. Et là, quand tu parles du langage, de l'acquisition du langage, on parlait aussi tout à l'heure de la traduction en disant c'est génial parce que d'un point de vue économique, c'était le port de Rotterdam, si je ne dis pas de bêtises, qui a permis des économies de 20% en termes de coûts de transport parce que la traduction simultanée permettait des gains de temps et d'efficacité. Sauf que là, on est dans une logique purement fonctionnelle et utilitariste. Et ce que tu décris aussi, c'est une forme de gratuité dans les échanges et dans les interactions qui font toute la rencontre avec l'altérité et la subtilité du rapport humain et de la communication. Complètement, ouais. Et en fait, il semble que ce soit fondamental, quoi. Ouais. Ça. Dans la formation de tout un tas de choses. Moi, j'ai envie d'être cet humain-là, quoi. Celui qui est subtil, qui est capable d'échanger gratuitement, ouais. Alors, bon, c'est ce que je disais avant en discutant, mais il y a un côté positif là-dedans, c'est que ça nous ramène à ce qu'on est en tant qu'humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait notre singularité, qu'est-ce qu'il y a de spécifique en fait à nos interactions, à notre manière de créer, à notre manière de juger, de décider, de tout ça. Et en fait, peut-être qu'en comprenant ce que fait l'intelligence artificielle et ce qu'elle fait pas, on peut se recentrer sur ces choses-là et aller vers des choses qui sont finalement plus intéressantes. Dans un tas de domaines, on n'est aussi pas forcément très, très intéressant, peut-être. Ouais. Donc c'est aussi le cas de la musique, par exemple. Mais je veux dire, la musique qu'on peut générer avec de l'IA, c'est pas de la musique qui est très intéressante, à mon sens. C'est pas qu'à mon sens, c'est au sens de beaucoup de musiciens. Je pense qu'elle va pas nous challenger quand il s'agira de produire des pièces comme le faisait, Chopin, comme des chansons comme les écrivait David Bowie, ni, des tableaux comme les peignait Pollock, ou je sais pas. Et je pense pas, vraiment. Je pense que c'est d'une nature fondamentalement différente et c'est pas prêt de changer, quoi. Mais je pense qu'on peut s'arrêter sur ces pistes de ce qui formerait la singularité de l'humain. Il y en a plusieurs, je le relève. La créativité, le langage, mais dans une forme de gratuité aussi, qui n'est pas forcément un échange d'informations. Oui, voilà, c'est ça. La justice, le sens du jugement, qu'on pourrait opposer à la norme. Oui, complètement. Avec un côté presque un peu transcendantal dans le jugement. Le poids donc de l'intuition, de l'émotion dans la décision. Ouais. C'est pas mal déjà. Ah bah c'est pas mal, ouais. En fait, c'est au principe de nombreuses activités humaines, quoi, de tous les jours. C'est ça qu'il faut voir. Merci Clément. Merci à toi, c'est un plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté Mismatch, ce nouvel épisode qui était consacré à l'intelligence artificielle et les rapports d'organisation et de pouvoir. Je vous invite à nous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et de l'IFG Executive Education.